C'est l'histoire d'un zoo où 500 000 visiteurs se pressent chaque année. 5 continents réunis sur 80 hectares de garrigues plantés sur les collines montpelliéraines. Tout commence il y a un siècle, à la mort d'un homme, Henri de Lunaret, propriétaire d'un gigantesque domaine qu'il lègue à la ville de Montpellier. En 1964, un élu trace les limites du futur zoo, y amène des zèbres. Près de 50 ans et 120 espèces plus tard, le zoo de Lunaret est devenu une référence. Franchement, dans ce zoo, je suis bien. C'est gratuit et puis il y a presque tous les animaux du monde. Des zoos publics, gratuits comme celui-ci, il n'en existe que 3 en France, mais Lunaret est unique en son genre. Très aéré, il est entretenu sur les 11 km de sentiers qui le parcourent. 11 km, on m'avait dit, ça doit demander énormément de travail. Et oui, quand le soleil est au zénith pour les visiteurs, la plupart des salariés du parc ont terminé leur journée. Car pour eux, c'est lorsque la lune est encore haute que tout commence. Pourrait-on avoir l'achat ponctuel de 2 lapins pour l'anaconda ? 6h30, briefing entre jardiniers et soigneurs animaliers du zoo et de la serre amazonienne. Le souci, c'est qu'on est notre fournisseur est en rupture pour les lapins, ça fait déjà un petit moment. J'ai un lapin nain, moi. C'est Stéphane, le chef animalier, qui assure la réunion. Objectif : régler tous les problèmes de la veille, que ce soit technique, que ce soit aussi au niveau des animaux, les problèmes qu'il y a, les problèmes de santé sur lesquels on va orienter le vétérinaire. Voilà, c'est un petit peu pour remettre au goût du jour chaque personne sur la journée à venir. Alors que le briefing se poursuit, dans les cuisines, on termine la popote. 1 millier d'animaux à nourrir, c'est une ration annuelle de 300 tonnes. Menu concocté aux petits oignons par le vétérinaire, pesé au gramme près. C'est les magots qui ont le plus de variété, non? Ouais, les magots. Des singes, des primates. C'est tout ce qu'il y a au secteur nord, en bas du zoo. Eux, par contre, ils ont de la grosse quantité parce que déjà ils sont nombreux. Et en plus, ils ont une variété qu'on essaye pour qu'ils puissent manger, pas toujours la même chose. Au menu pour les girafes, du foin. Elles sont encore au dortoir, alors les nyalas, qui partagent leur enclos, en profitent pour grignoter. C'est là où on peut observer facilement les animaux. Ils s'approchent facilement, comme vous pouvez voir, il y a les nyalas juste derrière vous. Les girafes, c'est pareil, on va pouvoir les nourrir après. Donc on voit si elles sont blessées, si elles ont eu quelque chose à la nuit. Mathieu et Tony sont soigneurs animaliers. Ils sont 26 en tout, répartis par secteur sur le parc. Habitués aux herbivores, ils tentent de reproduire les comportements en milieu naturel. Tout simplement parce que la girafe en fait, a un animal qui est très grand, qui a un grand cou, et qui au milieu naturel se nourrit des feuilles qui sont dans les arbres, qui sont assez hautes. Donc du coup, on essaye de reproduire un petit peu le même comportement. Voilà, on essaye de faire un peu comme si c'était dans la nature, quoi, avec nos moyens. J'aurais aimé avoir quelques renseignements sur nos livraisons d'insectes pour la serre. On a quelques difficultés sur les quantités. Local technique, au même moment. Stéphane règle un problème d'approvisionnement auprès d'un fournisseur. Donc si vous pouvez me recontacter. Avec seulement 75 salariés sur l'ensemble du parc, il faut savoir se démultiplier, surtout l'été, en période de congé. Vous pensez à tout, Stéphane ? On essaye. C'est pour ça que l'outil le plus utile, c'est un cahier pour vraiment marquer tout le temps. Pour Stéphane, pas une minute de répit. Maintenant, on va faire un petit tour au loup, un jeune loup qui a priori a une petite blessure à la patte, donc on va voir un petit peu l'état. Les oreilles dressées, agitées, les loups sont aux aguets. L'espèce est peureuse et même discrète, la présence de la caméra perturbe les bêtes. Difficile alors de repérer le louveteau blessé. Il y a quand même des louveteaux, donc ils ont aussi à s'habituer. Le stress de la mer, ça peut provoquer des problèmes, ça peut provoquer une tentative d'évasion. Enfin voilà quoi. Donc il vaut mieux toujours rester en retrait. Maintenant que le repas est prêt pour Mathieu, c'est l'heure de dégourdir les pattes des girafes.
Le temps pour Mathieu de nous présenter un futur locataire de l'enclos, un bébé Niala de quelques jours. Alors nous sommes dans le sas de Niala où il y a une femelle qui est isolée parce qu'elle vient de faire un petit il y a une semaine à peu près, qui s'appelle Nessie. J'avais la chance de faire la visite nocturne à ce moment-là, donc j'ai assisté à la naissance, j'ai vérifié s'il y allait bien. Et ensuite, une fois qu'elle l'avait fait, qu'elle avait bien nettoyé, je suis allé rentrer dans la cabane pour le protéger d'éventuellement d'avoir une prédation dans la nuit. Je me sens plus proche, ça fait bizarre de dire ça, mais je me sens plus proche du règne animal que du règne que des hommes, quoi. Que de la vie de tous les jours. Quoi. Ben, je pense que je comprends mieux, ça fait un peu psychologie, mais je me sens plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Je pense que je comprends mieux les animaux que les humains. Ouais. Les animaux, ça triche pas, ça ment pas, c'est droit. Les êtres humains ils sont moins droits, je trouve. C'est avec le vétérinaire que l'on retrouve Stéphane, le chef animalier, pour une urgence incongrue. Ça, c'est un oiseau qui est apporté par les pompiers. Un bizarre cendré avec une fracture de l'humérus. Je l'ai opéré dans la nuit hier soir. Et en fait, son pansement est un peu trop lourd pour lui. Pourquoi l'avoir apporté ici ? Mais parce que pour l'instant, ils sont en train de préparer un centre pour réceptionner les oiseaux sauvages, donc du côté de Villeveyrac. Que l'autre centre qu'ils accueillent est à Brissac, que ça fait un peu loin, il n'y a personne qui va se taper la route de Brissac. Pour l'instant, en tout cas, pas en urgence comme ça. Donc du coup, ils savent qu'ici, après moi, éventuellement, on peut les prendre en soin. Le parc zoologique remplit sa mission à ce niveau-là, au moins réceptionner de manière temporaire la faune sauvage locale, avant de la relâcher, bien sûr. Quoi. Chacun ici pourrait conter l'histoire des animaux. Un investissement humain sans retour, juste le goût du devoir accompli et l'espoir de voir ces espèces menacées retourner à l'état sauvage. Ce sont les fameux plans d'élevage. Au pire, il faut compter 200 ans avant une réintroduction de l'espèce dans la nature. Mais l'environnement change très vite avec les déforestations, par exemple. Dans ces cas-là, inutile de trop patienter. Le zoo de Lunaret l'a fait en réintroduisant des ânes en Somalie. Là, on a des ânes de Somalie qui sont en plan d'élevage, il y en a 250 dans la nature actuellement. L'aire de répartition, c'est Érythrée, Éthiopie, Somalie. C'est sûr qu'avec le contexte actuel, on ne va pas demander aux gens de préserver les animaux alors qu'ils ont déjà du mal à préserver leur propre vie. Donc il faut effectivement faire des priorités. Mais le rêve de toute personne qui travaille en parc zoologique, je pense du directeur aux soigneurs et même à la pédagogie, en passant par tous les gens qui travaillent sur ces structures, c'est évidemment d'avoir des plans de conservation concrets sur le terrain. Il est 12h30, les épaules des visiteurs se dorent au soleil tandis que les animaux du parc se reposent à l'ombre. C'est aussi là que les travailleurs de l'Aube préfèrent rester, petites mains d'un travail colossal, la face cachée de Lunaret.